trouver la bonne personne au bon poste, c'est pas facile du tout. Mais quand tu la trouves, c'est là où tu peux scaler, c'est là où tu peux avancer. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis très présent, mais je pense que je le suis aussi par choix, tu vois. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir que s'il y a des problèmes, qui me soient remontés, etc. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêveraient pas du tout d'être à ma place quand même, parce que je suis assez présent, je travaille beaucoup, donc j'ai vocation en fait à devenir le numéro 1 au monde, j'espère prochainement. Comme tu l'as dit, donc voilà, je partage tout ça dans des vidéos avec une chaîne à plus de 1,150 000 abonnés, donc 1 150 000 abonnés, donc ça c'est cool. Et j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai attaqué le marché de l'entrepreneuriat comme le marché du love. Dans l'entrepreneuriat, il faut aller en précision. Donc, il faut prendre un sujet, il faut vraiment apporter des précisions, donner du contenu. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alex, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Gérald, comment tu vas ? Ça va super bien. Merci pour ton temps. Les deux derniers invités qui sont venus n'ont fait que parler de toi. Donc en fait, j'étais quand même obligé de t'inviter, sinon ça pouvait pas le faire. On comprenait pas trop, tu vois. Si jamais on faisait partie des 65 Français, vu que t'as une personne sur 66 en France qui est abonnée à ta chaîne YouTube, si on fait partie des 65 autres, on sait pas. Donc du coup, il fallait donner du contexte. J'étais obligé de t'inviter, tu vois. C'est cool. Je te remercie pour l'invite. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Avec plaisir, c'est top. Est-ce que du coup pour les autres, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ce que tu fais, s'il te plaît ? Yes. Alors je m'appelle Alex Cormon. J'ai un métier qui est complètement atypique que j'ai développé en 2007. C'est le métier en fait de love coach. Donc j'accompagne sentimentalement des femmes, des hommes, soit qui sont célibataires, qui sont en couple, qui veulent retrouver leur ex, qui ont envie de se remettre d'une rupture. Et donc j'ai développé 4 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc je me suis installé aux États-Unis il y a 5 ans maintenant. Un autre au Brésil, en Espagne. Et donc, voilà, j'ai vocation, en fait, à devenir le numéro 1 au monde, j'espère prochainement. Donc, ça, c'est vraiment mon activité principale. Et puis, à côté de ça, bon, quand on parle d'amour, on parle beaucoup de développement personnel. Donc, ça aussi, beaucoup me centrer sur le développement personnel, la confiance en soi, apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Et comme tu l'as dit, donc voilà, je partage tout ça dans des vidéos avec une chaîne à plus de 1,150 000 abonnés, donc 1 150 000 abonnés. Donc, ça, c'est cool. Et aux États-Unis, on approche les 220 000 abonnés aussi, donc ça prend forme petit à petit. Ouais. Ça prend forme. Ok. Et donc là, t'es à Miami. T'es parti il y a combien de temps là-bas ? En fait, je suis parti m'installer en 2015 et j'ai obtenu mon visa en 2016. Donc, il a fallu 1 an pour que j'obtienne mon visa. Et donc, depuis 2016, je me suis installé aux US. Donc, ça fait 5 ans. Ok. Et donc là, les projets, maintenant que la France s'est checkée, c'est les US, quoi, l'objectif. Ouais, ça a été difficile de me projeter parce que il a fallu que j'apprenne la langue, venir m'installer quand même tout seul dans un nouveau pays, même si c'est les États-Unis que tout est un peu facilité. Ça n'a pas été si simple. Beaucoup de fausses croyances, beaucoup de peurs, comme quoi on peut en avoir à n'importe quel niveau. Et donc du coup là, ça fait 1 an que je me suis dit il faut que j'y aille, il faut que je fonce, que j'ai créé ma chaîne, que je me suis dit ok, j'y vais à 200%. Et que quelques semaines, quelques mois où je me dis ok, là j'ai des gros objectifs et je sais où je veux aller. Donc c'est un projet qui a maturé petit à petit, on va dire. Et le shift, ça a été un niveau de business ou ça a été un élément perso qui t'a fait bouger et prendre la direction d'être le leader aux US également, tu vois? Ça a toujours été perso, toujours des changements perso. Alors ce qui m'a fait attaquer le marché anglophone, c'est que j'étais déjà numéro 1 en France et je sais très bien que si je reste n'importe quel être humain qui reste sur ses acquis, il finit par, quoi qu'il arrive, dépérir. J'avais pas envie de ça, donc j'avais envie de continuer à me challenger. Je suis parti aux États-Unis. Ça s'est plutôt bien développé au début, mais j'avais beaucoup de peur, beaucoup de fausses croyances. J'ai fait une formation en PNL, programmation neurolinguistique. Je l'ai faite avec Richard Bandler, donc l'un des cofondateurs justement de la PNL. J'y suis allé comme ça pour me former, découvrir, un petit peu pour profiter aussi, parce que c'était dans un beau cadre à Orlando, donc en Floride aussi. Et il m'a retourné le cerveau. Je pourrais pas te dire, je peux pas t'expliquer. Quand j'y suis allé, j'avais jamais fait de vidéo. Je suis ressorti le lendemain de la formation. J'ai tourné des vidéos en anglais. Je me suis dit, excuse-moi le terme, fuck, et j'ai plus peur de rien. Et pourtant, la formation, je l'ai pas spécialement appréciée. Donc lui, le matin, en fait, c'est lui le matin et ses équipes l'après-midi. Donc lui, le matin, c'est extraordinaire.
puis ces équipes, ça dénote, t'as un mec qui a un énorme charisme, et puis l'après-midi, t'as des personnes, t'as juste pas envie de les écouter, quoi. Donc la formation, je l'ai pas spécialement appréciée, mais ce gars-là, il m'a fait un truc. Et le deuxième événement, je pense que ça a été le Covid, donc de vraiment rester aux États-Unis, parce que j'avais tendance à beaucoup voyager. Tu vois, j'ai acheté une maison avec ma femme il y a pas si longtemps que ça, et on avait passé que quelques semaines en l'espace de quelques mois, même pas quelques semaines, on avait juste quelques jours en l'espace de quelques mois, sinon on était toujours à droite, à gauche. Là, de rester, de parler plus anglais, d'être en contact d'Américains, bon, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais j'arrive à tenir des discussions, j'arrive vraiment à parler anglais. Bon, bah, j'ai plus d'excuses maintenant, il faut que j'arrête mon bullshit, comme on dit. Donc voilà, mes deux événements perso. Et les US, du coup, tu aurais pu faire d'autres destinations. Bon, bien entendu, c'est big et tout. C'est en relation avec ta première passion ou rien à voir? Alors, ma première passion, qui est le basketball, j'ai envie de dire, franchement, je sais pas trop. La chance que j'ai eue quand je suis venu m'installer aux États-Unis, c'est que j'ai eu un partenaire, un associé, qui lui vivait aussi donc en Floride. Et la petite histoire, en fait, c'est que je suis venu en 2014 avec des amis passer des vacances à Miami. Je suis tombé amoureux de cette ville, amoureux de l'ambiance, amoureux. Alors, c'est facile quand on est en vacances, mais il se passe un truc. C'est-à-dire, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et encore aujourd'hui, je pense que Miami, c'est la meilleure ville pour moi, en tout cas personnellement. Donc maintenant, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la franchise NBA de Miami Heat et que j'y allais pas, etc. Donc, tu vois, j'ai pris des tickets, season ticket member, donc un abonnement à l'année, etc. C'est mon gros kiff. Donc, je pense que ça a joué, mais inconsciemment. Je m'en rendais pas compte au début, mais maintenant que j'y vais presque toutes les semaines, même toutes les semaines j'y vais, je suis quand même présent dans l'arena, etc. Malgré le Covid, je me dis, ouais, je me verrais pas vivre sans ça, quoi. Donc, ça a joué quand même dans ma décision de venir m'installer. Après, c'est sûr que le climat est fantastique. Bon, on s'est déjà rencontré une fois d'ailleurs, nous, à Miami. Voilà, moi, j'adore l'atmosphère floridienne, en tout cas. Et du coup, quand tu es arrivé à Miami, tu avais complètement arrêté le basket déjà, hein? J'avais arrêté le basket, ouais. En fait, je pense que ça faisait quelques années que j'avais arrêté, 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. Je me suis blessé au genou. Et bon, déjà, ça m'a mis un coup au moral parce que j'en parlais dans une vidéo, je dis ouais, c'était toute ma vie le basket jusqu'à mes 19 ans. Il y a un homme de 55 ans qui m'a envoyé un mail en disant oui, bah t'es bien jeune pour dire ça. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était toute ma vie. Tu sais, quand tu fais un truc, t'as l'âge de 4 ans jusqu'à tes 19 ans, tu bois, tu bouffes, tu penses, tu dors, tout est basket en fait, tout est orienté. Tu quittes ta famille à 15 ans, tu fais tout pour devenir basketteur en fait. Eh bien, t'as une blessure, c'est genre ton monde il s'arrête en fait. C'est ton monde il s'arrête. Et si j'avais pas une famille qui était super soutenante, qui était présente, je pense que j'aurais craqué, je serais parti en dépression, c'est sûr. Donc voilà, c'était toute ma vie, je me suis blessé, je suis devenu nul et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas. Je touche plus un ballon de basket là, tu vois. J'ai touché un ballon de basket il y a quelques semaines. Ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas touché un ballon de basket. Ah oui, d'accord. Je m'étais refusé à. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Je suis nul. Comment je suis devenu nul? Je te jure, Gérald, je suis devenu nul. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, j'ai arrêté le basket, mais je pense que ma deuxième vie, ce sera entraîneur de basket. Tu vois, je me dis, je peux pas, je suis trop amoureux de ce sport, je suis trop amoureux des émotions que ça procure. J'adore ce que je fais au quotidien, j'adore être entrepreneur, j'adore être coach. Mais le basket, c'est indescriptible. Voilà. J'y reviendrai. Ouais, il faut que tu nous racontes ton début de carrière, enfin ta carrière dans le basket, parce que tu as eu un super niveau. Tu en as parlé plusieurs fois à plusieurs endroits. Ouais. Moi, j'ai eu la même sensation au niveau du rugby. Quand je me suis fait mal, j'étais en espoir. Et bon, au final, j'ai tout laissé tomber. Et quand mon gamin cette année m'a dit qu'il voulait faire du rugby, c'est un peu comme quand toi, tu as retouché ton ballon de basket l'autre jour. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça me suit, quoi. J'ai quitté ce sport, je suis maudit, je veux plus jamais en entendre parler. Et mon gamin qui a fait 7 ans là, s'est mis à faire du rugby. Et donc, il n'y a pas le choix. Et au final, je suis tous les mercredis avec lui et c'est cool, quoi. Mais, c'est génial. C'est génial. Du coup, toi, ta carrière au basket, tu peux revenir dessus un petit peu. Je sais que tu en as beaucoup parlé, mais c'est quand même assez ouf. Bah, finalement, en fait, comme je t'ai dit, de l'âge de 4-5 ans, je me suis pris de passion pour le basket. Bon, à 4 ans, tu réagis pas. C'est mes parents qui m'ont mis là-bas. Mon frère, il en faisait. Donc, forcément, j'ai voulu suivre. C'est mon grand frère. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, tu joues à un petit niveau. À partir de 10 ans, en fait, j'ai commencé à être en sélection, tu vois, d'Île-de-France, etc. Ensuite, dès l'âge de 12 ans, j'étais en championnat national. À 15 ans, du coup, je pars en centre de formation. J'ai fait mes gammes à Dijon. Donc, on a été double champion de France, cadet espoir. Et donc, à 19 ans, c'est un peu la consécration. Je vais jouer avec l'équipe. On va faire un championnat du monde.
Donc, pour les moins de 19 ans. Et c'est après que je me blesse, quoi. Donc, on va dire que ça a été une belle carrière, finalement. J'ai eu pas mal de titres. J'ai joué avec des joueurs aujourd'hui qui sont connus, comme Nicolas Batum, qui est en NBA. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs français. Quand j'étais à Paris, alors moi, j'étais jeune, mais tu avais Tony Parker qui était en pro. Donc, voilà, j'ai côtoyé un petit peu tout ce milieu, toutes les personnes qui ont réussi. Quand j'ai fait les championnats du monde, on a joué contre Stephen Curry, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs NBA. Donc, toute l'équipe des États-Unis sont aujourd'hui en NBA. Donc, j'ai vu ces joueurs-là, j'ai vu leur évolution. Et tu vois, j'ai un énorme regret parce que si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui à l'époque, je serais en NBA. Mais la blessure ou pas blessure, je l'aurais surmonté, en fait. Je pense que j'aurais eu des ressources j'aurais trouvé des solutions. Et c'est ça que je comprends aujourd'hui, c'est que vraiment tout est possible dans notre vie. Donc, pour moi, j'ai eu un beau parcours, mais j'ai merdé un peu mentalement. J'étais pas assez fort, en fait. Et ça, c'est un de mes regrets, en fait. Tu vois, j'aurais dû écouter plus j'avais un coach mental, en fait, et je le faisais. Il m'a beaucoup aidé, mais je me rendais pas compte de ce qu'il m'apportait à l'époque. Aujourd'hui, avec toute la conscience que j'ai, je me rends compte que tout est possible, quoi. Si demain, il y a un enfant de 5 ans qui me dit, je veux être joueur de NBA, je lui dirais, c'est possible. Je lui dirais pas, c'est pas possible, tout ce qu'on entend au quotidien. Je lui dirais, si tu te bats pour, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, en fait. Mais est-ce que justement ton succès entrepreneurial, il n'est pas dû justement à cette frustration que tu as eu dans le sport à l'époque? Est-ce que ça t'a pas aidé et t'as dit ce coup-ci, je passe pas à côté? Franchement, c'est possible. Tu vois, je m'étais jamais posé la question, donc c'est une très bonne question que tu me poses. Et je me dis que, en tout cas, je fais tout à 2000% et maintenant, je suis vraiment focus. Donc, d'une certaine façon, si. Je dirais que cet échec, parce que c'est un échec, on va pas utiliser un autre mot, cette sensation d'avoir pu donner mieux, aujourd'hui, tu vois, je veux plus la revivre, c'est clair, net et précis. Et du coup, c'est cette blessure qui te fait venir à l'entrepreneuriat. Comment ça se passe? Quelle est la démarche? En fait, c'est avant ça. En fait, je me suis blessé, j'avais 20 ans, je pense. Donc, dès l'âge de 19 ans, en fait, j'ai commencé à créer un premier blog. Justement, quand je suis revenu des championnats du monde, je me suis dit, c'est bizarre parce que je suis rentré à l'université à ce moment-là. Je me dis, il y a plein de gens qui manquent de confiance en eux, qui sont timides, qui sont réservés, quand tu leur parles, ils s'ouvrent à toi, mais quand tu leur parles pas, en fait, ils osent pas faire les premiers pas. Je me dis, OK, je vais créer un petit blog sur la séduction. Alors, pas la séduction au sens drague, mais la séduction au sens avoir une vie inspirante, une vie charismatique. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire ça pour le fun. Et il y a un ami qui était à l'université aux États-Unis qui me dit, mais tu devrais faire ça à fond. Il y a des coachs en séduction. Ils sont reconnus. Ils passent à la télé. Il y avait un show avec un gars qui s'appelait, je crois, c'est Mystery, son nom de pick-up artist, donc les artistes de la drague. Et donc voilà, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je vais regarder. Et en France, tu avais quelques coachs qui faisaient ça. Il y en avait 3, si je me trompe pas, plus 2 love coach femmes. Donc, il y avait 5 coachs en tout. Et je me suis dit, OK, je vais me lancer en tant que coach en séduction, coach en amour, coach en charisme. Mais je faisais ça à côté du basket, puisqu'à l'époque, je vivais encore du basketball et que finalement, c'était pas ma première ressource. Donc, en fait, j'étais déjà lancé et c'était pour le fun à la base. C'était vraiment pour passer le bon temps, partager mon parcours. Je pense que j'étais attiré un petit peu par l'entrepreneuriat, mais sans pression, tu vois. J'étais un peu, c'était pour le fun, on va dire. Et après, vas-y, je sais pas si tu veux. Non, vas-y, excuse-moi, ouais, vas-y. Après, j'ai vécu un événement qui, là, m'a bouleversé et c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, tu vois. Plus que la blessure, en fait. Et j'imagine qu'on n'arrive pas de suite à 1 million d'abonnés sur YouTube et qu'on n'arrive pas à ton succès de suite. C'était quoi les différentes strates? Parce que souvent, on voit que la ligne d'arrivée quand on observe. On regarde pas, en fait, tout le travail qui a été fait avant. Si tu dois, admettons, mettre des grandes étapes dans cette belle carrière-là, qu'est-ce que ça t'est passé? C'était quoi les grandes strates? En fait, avant la chaîne YouTube, ça a été le blog. Donc, créer un site internet avec des articles. On a, dès 2013-14, presque 20 millions de visiteurs par an sur le site internet. Donc, j'avais une petite notoriété parce que j'étais connu via mes articles. Après, quand je suis passé en vidéo, donc je suis arrivé avec une certaine notoriété, communauté, très petite, mais assez soudée. Et c'est vrai que la vidéo, par contre, après, ça a fait un grand boom. Je dis, en fait, c'est en un mot, si je dois résumer mon parcours. Je sais que dans ton podcast, on va essayer de conserver les 20% justement qui apportent la réussite. Donc, en un mot, ça a été la consistance. Je pense que je suis le seul à avoir publié presque une vidéo par jour depuis 15 ans. Et les autres ont lâché, en fait. Et c'est la seule différence entre les autres et moi. Bien que j'espère avoir une philosophie unique, etc. Mais je rentre pas dans ce débat. C'est juste la persévérance. J'ai fait ce que les autres n'ont pas réussi à faire, ou les autres n'ont pas pu, ou les autres n'ont pas voulu.
Mais et c'est pas malsain de dire ça, je veux pas le dénigrer, mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est la persévérance. Et encore aujourd'hui, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Mais t'es complètement fou. Parce que j'ai la France, j'ai les États-Unis, j'ai d'autres chaînes aussi sur le développement personnel. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Bah, en fait, ouais, je suis persévérant, je suis un peu fou parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais en même temps, ça apporte énormément. Donc, en un mot, persévérance, je dirais ça. Et la corrélation entre ton chiffre d'affaires et tes abonnés, elle a toujours été linéaire ou tu t'es Non. rendu compte qu'il y a un gap? Ça, c'est la question piège, ça. En fait, si tu veux, il y a un moment donné où c'est vrai, je vais pas me mentir, je voulais vraiment atteindre le million d'abonnés. Donc, j'ai fait des sujets un peu plus, comment dire, dans l'esprit viralité, un peu plus grand public. C'est pas forcément des personnes qui vont être intéressées pour aller prendre du Ouais. coaching avec moi. C'était plus du grand public. Et là, aujourd'hui, je commence à recentrer mon discours pour aller plus dans l'essentiel, c'est-à-dire apporter de l'aide aux personnes et puis aussi obtenir, comment dire, des personnes en coaching, en conférence, qui vont prendre mes formations. Donc, si je suis honnête avec toi, et tu vois, quand je fais un podcast, je suis toujours honnête, je pense que je me suis ouvert au grand public, ce qui m'a quand même apporté beaucoup d'abonnés, sachant que je le savais dès le départ, c'était peut-être pas mon public, des personnes qui allaient, comment dire, passer à l'étape de payer un produit ou un service. Mais j'étais OK avec ça parce que je pense que je les aide quand même. Donc, tu vois. Donc, ouais, on va expliquer ça grand public un petit peu. C'était important pour moi. Du coup, j'imagine que malgré tout, ça t'a quand même. Enfin, t'es obligé de te staffer quand tu prends ce genre d'autorité, quoi. Enfin, il y a pas de débat, tu vois. Comment t'organises ton équipe de coach pour pas revivre justement, pour pas faire revivre à tes clients ce que tu as vécu avec le coach de PNL, c'est-à-dire top avec le boss, mais moyen avec ses collègues. Je pense que c'est une bonne question. En fait, moi, je me suis staffé en fonction de personnes qui me connaissaient, qui ont vu un avant et un après, c'est-à-dire avant un événement qui m'a un peu bouleversé et puis l'après. Ça a été le point central au début. Et après, dans un deuxième temps, ça a été d'aller vers des personnes qui ont suivi ma philosophie. Donc, des personnes que j'ai souvent eues en coaching, qui sont venues à mes conférences, qui ont été intéressées pour devenir coach, qui ont été formées à ma méthode. Et derrière, en fait, qui ont voulu aller plus loin, donc rejoindre mon équipe. Donc ça, c'est une possibilité qui existe aujourd'hui. Et tout au long du cycle, tu sens si la personne, elle partage les mêmes valeurs, si elle a les mêmes intentions. C'est pas les mêmes conseils parce que j'ai pas cette prétention, en fait. Moi, je contrôle pas leurs conseils. Ce que je contrôle, c'est la manière dont ils vont accompagner une personne et l'objectif final qui est de les faire passer à l'action. C'est-à-dire, c'est sur ça que moi, j'ai basé ma philosophie. Mais en gros, le cycle, si tu veux, c'est d'apprendre à me connaître, que moi, je vois l'évolution, qu'on partage les mêmes valeurs, la bienveillance, ça, c'est le point central. Et puis derrière, après, je les aide, je les forme, mais je les pousse à avoir leur propre philosophie aussi. Je veux pas que ça soit c'est ça la problématique avec la PNL, c'est que la personne, elle voulait faire du bandler, mais si t'as pas son charisme, t'es foutu. Donc, moi, je vais pas dire que j'ai du charisme, mais bon, nous, on s'est vu dans la vie réelle, je suis grand, je sors du basket, je suis assez imposant. Donc, si tu as une fille dans mon équipe, tu vois, qui fait 1m55, elle pourra pas être Alexandre Cormon et vice-versa. Je pourrais pas être elle. Donc, en fait, ce que je leur ai appris à être elle-même et à des personnes, dans mon équipe, on peut ne pas être d'accord. Tu vois, je te tiens pas toute la vérité, mais ce que je veux, c'est qu'elles apportent quelque chose, elles, donc femmes ou ils, qu'ils apportent quelque chose, tu vois, qu'ils aient quelque chose, une philosophie, des idées qui vont pouvoir accompagner les personnes. Mais surtout pas qu'ils fassent du comme moi, parce que ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait en PNL, et je te jure, c'était catastrophique, quoi. Vraiment. Oui. Bah oui, parce qu'en plus, tu as un ancrage sur le mec que tu as vu le matin. Limite, à limite, s'ils le font dans l'autre sens, ça marche beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, mais je te jure que je me réveille pas. Si c'était le matin, je serais jamais allé les voir, quoi. C'est tellement, c'est tellement une énorme différence, quoi. C'est juste vraiment, enfin, pour moi, c'était choquant, quoi. Donc, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont suivi cette formation, qui aiment l'équipe de Richard Bandler. Mais voilà, pour moi, on peut avoir des avis différents, mais c'était pas cool, quoi. C'était pas ton truc. Non. Et du coup, ceux qui veulent embaucher des coachs, parce que ce côté coaching est à grande échelle, corrélation entre le succès et la vente de son temps, etc. C'est un truc qu'il faut hyper bien. Enfin, il y a des enjeux derrière ça, on peut pas se louper parce que sinon on peut pas scaler, quoi. Si il y a, admettons, des gens qui nous écoutent qui veulent monter une équipe de coach, comment tu peux. Donc, on peut pas faire des copies de la personne de l'alpha dans la meute, ça c'est sûr. Donc, du coup, comment tu vois le truc? Pour toi, les erreurs à ne pas faire, justement, hormis le fait de ne pas vouloir copier l'alpha, au niveau des points de contrôle, au niveau de la satisfaction client, comment on peut mesurer tout ça? Comment toi tu le fais? Ouais, c'est une bonne question. Bah,
déjà, le point très simple, c'est d'envoyer des sondages après, justement, les séances de coaching. Alors, pas tout de suite après, on prend un peu de temps, etc. Mais tu vas contrôler par des sondages pour voir justement quels sont les retours des personnes. Tu vas leur demander comment ça s'est passé, s'il y a des points à améliorer. Faut pas avoir peur, en fait, de ça. Souvent, on a peur de recevoir des critiques, alors que c'est super important que la personne elle se sente valorisée et qu'elle puisse dire justement quand ça va pas et quels sont les points d'amélioration. Donc, tu peux contrôler via les sondages. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, en fait, ce qui est important, c'est aussi que le client il comprenne la spécialité du coach. Moi, je me suis aperçu de ça avec l'équipe aux États-Unis, puisqu'on commence à être un peu plus nombreux. Ils veulent savoir, mais pourquoi parler à un tel plutôt qu'à une telle? Quelle est la différence? Donc, il faut bien rentrer dans des cases avec des spécialités. Je pense que c'est super important. Un autre conseil, justement, si on veut pas se louper, c'est de s'assurer qu'on part avec une personne qui est intégrée à l'équipe. Pas de freelance, pas de personne qui a son propre site à côté, parce que ça crée trop de confusion. Souvent, on a envie de tester et donc on va jouer petit bras. Bah, je le dis, moi, ça aussi, ça a été une de mes erreurs, en fait. Non, ce qu'il faut, c'est que la personne, elle soit intégrée, elle fait partie de l'équipe, il y a un contrat. L'aspect juridique va quand même rentrer en compte pour pouvoir s'assurer qu'on est aussi dans des bonnes dispositions. Et après, là où moi, je dois m'améliorer encore, je pense, c'est la vision. En fait, quand tu as des coachs qui rejoignent ton équipe, ils rejoignent un métier de coach, c'est vraiment porté sur l'humain. Peu importe que ce soit coach business, sportif, love, peu importe. Si la personne, elle adhère pas à ta vision, à ce que tu veux créer, à où tu seras dans 10 ans, tu vas la perdre tôt ou tard. Parce qu'il y aura plus cette émotion, il y aura plus ce côté humain, il y aura plus cette notion de waouh, je fais un métier qui est complètement génialissime, en fait, qui est complètement différent. Donc, en fait, moi, dernièrement, et ça m'a pris beaucoup de temps, donc le fait d'avoir des expériences au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je partageais pas assez cette vision et là où je voulais amener, en fait, mes coachs pour qu'ils se sentent partie prenante. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait, maintenant, on a un système un peu comme les cabinets d'avocats, les cabinets de comptabilité, ou je crois que ça s'appelle Tony & Guys, les coiffeurs, c'est eux qui m'ont donné cette première idée. En fait, bah, plus tu es expérimenté, plus tu es cher. Plus tu es expérimenté, plus tu as un titre. Donc, tu es senior coach, par exemple, executive coach, etc., etc. Et donc, en fait, ça, sur le moyen long terme, c'est à réfléchir dès le début. Et je pense que c'est un conseil qui est super important. C'est vrai que c'est hyper. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est hyper bien parce que si le gars il a une possibilité, si le coach a une possibilité d'évoluer dans ta boîte, il a pas besoin d'évoluer de son côté. C'est Il a pas besoin de le faire. Ouais. Il a des perspectives dans la structure qu'il accueille. C'est hyper bien. Tous les conflits, excuse-moi, je te coupe, mais tous les conflits que j'ai eus, parce que quand même on n'est pas dans le monde des bisounours dans mes équipes, ça a toujours été une question, entre guillemets, d'évolution. Ça peut être soit financière, ok, d'accord, mais si je coach tant de personnes, est-ce que je pourrais gagner un petit peu plus? Parce que sinon, c'est vrai que la personne, au bout d'un moment, elle peut être démotivée. Mais plus que l'argent, c'était une question de titre. Le gars, il veut plus être coach, il veut être senior coach, tu vois, il veut être executive coach, il veut être diamond coach, peu importe. Mais il faut qu'il y ait cette notion d'évolution. Et c'est vrai, parce que même pour moi, en tant qu'entrepreneur, on veut pas rester au même niveau, on veut toujours grandir, on veut toujours évoluer. C'est le goût du challenge, le goût du jeu. Et donc, les coachs, ils ont cette notion-là. Ils sont à la fois coachs, mais aussi entrepreneurs. Ils ont cette notion de vouloir de la nouveauté. C'est important. Et au niveau du reste de ton équipe, comment t'es structuré? Comment tu t'organises? C'est-à-dire comment je gère les gens ou comment je... Ton marketing, entre autres, le marketing intéresse beaucoup de gens. Donc, par exemple, ton marketing, justement, comment tu produis tes vidéos? Parce que j'imagine que c'est un rythme sur 15 ans, une vidéo par jour, c'est pas mal. Par semaine, tu vois. Un peu parce que c'est en fait, la chaîne, on doit avoir presque 3000 vidéos. Ça fait 5 ans. Même plus que 5 ans. Parce que 5 ans, ça ferait 1500. Si je dis pas de conneries. Donc, bon, en gros, je sais pas, mais ça fait un bon moment qu'on publie une vidéo par jour, qu'on y va à fond. Donc, ça a pas mal évolué ces derniers temps, mais en fait, j'ai toujours eu 3 personnes qui m'ont entouré, avec qui on voyage, avec qui on tourne les vidéos, avec qui on fait les photos. Tu vois, c'est des amis d'enfance qui sont là. Il y a aussi un très bon pote qui s'appelle Coach Payette, qui est avec moi, que j'ai coaché il y a quelques années, qui a rejoint le projet Next Level, donc projet d'entrepreneur, qui aujourd'hui bosse en partie avec moi et qui a aussi ses projets. Mais tu vois, tout ça, en fait, c'est une grande famille qu'on a maintenant depuis 5 à 10 ans, en fait. Donc, la manière dont je gère, en fait, c'est que au niveau marketing, j'ai des experts qui m'ont amené là, et eux, ils veulent pas bosser pour toi. Ils bossent avec toi. Donc, ils sont tous freelance. Ils déterminent une stratégie. Et après, c'est géré par des équipes qui sont in-house, c'est-à-dire qui sont salariés ou en tout cas qui bossent avec nous au quotidien.
Donc, j'ai un expert référencement, j'ai un expert web, j'ai un expert conversion, j'avais un expert publicité un petit peu, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc, ça c'est plus parce que c'est une bonne pote. Mais en gros, ma grosse équipe, elle est portée quand même sur la vidéo, le design et je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose. Après, c'est la gestion du coach, quoi. Enfin, parce qu'on a beaucoup de coachs. Aujourd'hui, on est peut-être on doit être une cinquantaine sur tout le groupe, tu vois. Mhm. Donc, et je pense que tu as une vingtaine, 25 coachs, quoi, quand même. Wow. Donc, la gestion des coachs. Et du coup, par rapport à ça, tu gères un management qui est assez paternaliste ou au contraire, tu as vraiment des gens qui gèrent et tu restes vraiment focus sur le contenu? Non, j'ai un management qui est hyper paternaliste. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, on en a discuté aussi ensemble en off, etc. C'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire, je pense, sur moi. C'est marrant, hein. Mais de toute façon, on peut tous évoluer. Je suis au courant de quasiment tout, quoi. Tu vois, je suis vraiment focus sur tout. Je sais tout ce qui se passe mais je le fais avec tellement de cœur. C'est tout ce projet, c'est vraiment mon gros bébé. Donc, je commence à déléguer de plus en plus. Je commence à prendre du plaisir aussi à déléguer. Et je pense que c'est le challenge de tous les entrepreneurs. Je sais pas, tu me diras, c'est le cas pour toi, mais trouver la bonne personne au bon poste, c'est pas facile du tout. Mais quand tu la trouves, c'est là où tu peux scaler, c'est là où tu peux avancer. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis très présent, mais je pense que je le suis aussi par choix, tu vois. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir que s'il y a des problèmes, qui me soient remontés, etc. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêveraient pas du tout d'être à ma place quand même, parce que je suis assez présent, je travaille beaucoup, donc. Et du coup, quand tu attaques une autre niche, comme tu parlais tout à l'heure de Next Level, comment ça se passe? Parce que du coup, t'es attendu, forcément, parce que tu as atteint des gros steps au niveau du love. Comment ça marche quand tu attaques une nouvelle niche? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et nous recontextualiser un petit peu? En fait, il y a quelques années, en 2017, j'ai créé une formation qui s'appelle Coach à succès. Le but, c'était d'accompagner les coachs, de les aider à développer leur activité. Aujourd'hui, on a 400 dans ce programme que je continue d'accompagner parce que tu as la formation plus des coachings de groupe. Et en fait, j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai attaqué le marché de l'entrepreneuriat comme le marché du love. C'est deux marchés qui sont complètement différents. Dans le love, les personnes, elles ont besoin de t'entendre tous les jours, quelques minutes, pour avoir une petite bouffée d'oxygène. Dans l'entrepreneuriat, il faut aller en précision. Donc, il faut prendre un sujet, il faut vraiment apporter des précisions, donner du contenu, chose que j'ai pas su faire. Donc, en fait, je me suis développé sur ma notoriété, je me suis développé sous forme de trafic, c'est-à-dire trafic payant, donc publicité, webinaire. Et puis, les gens qui me connaissaient ou pas ont découvert une philosophie, un accompagnement, ils sont passés à l'action. Donc, voilà. En gros, ça a été un succès parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la publicité. J'en avais jamais fait dans le love. D'ailleurs, j'en ai jamais clairement fait, j'en fais très, très peu. Mais du coup, ça m'a aidé à scaler, ça m'a aidé à faire connaître ce programme et donc à le développer. Par contre, la manière dont je l'ai attaqué, le marché, entre guillemets, sur YouTube, l'organique, je me suis complètement planté. Complètement. Donc, après, donc là, c'est un projet qui tourne tout seul avec toujours cet accompagnement. J'ai des équipes avec moi qui m'accompagnent. Donc, je pense qu'en fait, je suis pas très bon pour développer un nouveau projet parce que je le fais avec ce que j'ai acquis moi personnellement dans le love, tu vois. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à accompagner des coachs, des entrepreneurs, parce que maintenant c'est un peu plus large comme profil. Donc j'ai un peu des personnes de tous les profils. Donc je les aide à développer. Et donc ça, je prends beaucoup de plaisir, mais j'ai plus vocation à développer une chaîne YouTube, etc. comme j'ai pu le faire. Je me suis aperçu que le trafic payant fonctionnait mieux que le trafic organique qui demande quand même beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me suis dit que j'avais pas envie de refaire 2 fois la même chose, en fait, tout simplement. Je voulais qu'on revienne sur ton passage sur scène à QLRR, par exemple. Enfin, moi, c'est là qu'on s'est vu la première fois, hein, juste après ça. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais celui-ci était assez costaud quand même, hein. Il y a pas mal de monde. Ouais, alors le premier, je crois que c'était, je dirais 1500 personnes, si je dis pas de bêtises. Le deuxième, c'était 2000. Je crois qu'il n'y en a eu que 2, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, ça a été ma première grosse conférence et je l'avais quand même bien travaillé. J'étais à fond. Justement, comment t'as organisé ça? Écoute, une conférence pour moi, c'est un événement qui est hyper important. Et donc là, premier passage sur scène auprès de 1500 personnes. Juste avant, j'avais fait 300 personnes. Mais j'avais jamais fait, je dois faire le décompte, j'ai fait 3 personnes. J'ai fait 30, 40, 60,
300 et 1500. Donc, j'ai quand même grossi très vite, en fait. Donc, c'était ma 6e ou 7e conférence sur un sujet que j'avais jamais traité, qui était donc l'entrepreneuriat, le mindset. J'ai écrit la conférence mot pour mot. J'ai écrit la conférence mot pour mot. J'ai mémorisé mot pour mot. J'ai théâtralisé dans le sens répéter. J'ai pris le truc vraiment au sérieux. Moi, j'ai appelé ça la conférence d'une vie parce que je suis pas sûr de pouvoir refaire une conférence qui soit, je sais que je ne pourrais pas refaire une meilleure conférence que celle que j'ai faite. J'ai mis tout ce que j'avais à l'intérieur et depuis, je retouche pas, quoi. C'est-à-dire que je l'ai jamais refaite, mais je sais que je pourrais pas faire mieux que ça. J'en suis persuadé. Et du coup, t'es retombé derrière économiquement. Est-ce que tu as pu ressentir une évolution ou en termes d'autorité peut-être aussi? Économiquement, non, parce que j'avais rien à vendre ce jour-là et parce que je l'ai pas fait pour vendre. Mais en termes de notoriété, quand même, oui. En termes d'autorité, oui. Parce que sur l'événement, j'ai été élu meilleur speaker de loin. Donc, je pense que j'ai touché beaucoup de personnes qui me connaissaient pas, comme toi qui étais dans la salle. Il y a eu d'autres personnes. Je pense à mon pote Xavier Prétéry dans l'immobilier que j'ai aussi un petit peu accompagné. Ça m'a permis de connecter avec beaucoup de personnes et d'être reconnu comme « Ok, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Quand il développe quelque chose sur le mindset, il peut aller en profondeur. » Et c'était ce que je recherchais en fait. À vrai dire, je me attendais un peu à rien parce que je savais pas ce que j'allais obtenir, mais voilà, ça a été un énorme succès et ça a été un des super moments de ma carrière de coach, quoi, et d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite là? Parce que t'as un peu tout éclaté quand même. Donc je me demande, il reste quoi là? C'est quoi les prochains? Écoute, j'étais en train de tout éclater aux États-Unis et YouTube a changé d'algorithme. Donc là, je suis en phase un peu de réflexion sur comment je vais faire pour retrouver la croissance dans laquelle j'étais, parce que j'étais vraiment en train de tout déchirer et de vraiment venir me positionner. Alors j'ai 200 000 abonnés, le numéro 1, il en a 2,5 millions, mais ma croissance était supérieure à la sienne. Donc autant te dire que j'étais vraiment motivé. Là, c'est un coup d'arrêt. Donc j'ai deux options. Soit je me plains, je vais faire autre chose, soit je trouve la solution. Comme tu t'en doutes, je suis en train de chercher avec mes équipes c'est quoi la prochaine solution. Et je pense qu'on l'a trouvé. Ça va être de revenir sur des vidéos beaucoup plus qualitatives, plus longues aussi. Donc un travail que j'avais jamais encore fait, mais pour aller en profondeur. Donc tout ça, ça se met en place et je pense que ça va être fait cet été. Donc je m'étais fixé comme objectif d'avoir 1 million d'abonnés à la fin de l'année. Je sais que je les atteindrai pas, mais je reste sur ma target de devenir le numéro 1 d'ici 2022-2023. Donc numéro 1 au monde, pour moi, c'est un peu l'image de Tony Robbins. Tu vois, c'est un jour je suis à Dubaï, le lendemain je suis à Singapour, et puis après en Australie, et puis ci, et puis ça, et je reviens à Miami, profiter de ma belle famille, quoi. C'est un peu ça. Et l'algo, il fonctionne de la même façon et les comportements des gens fonctionnent de la même façon en France qu'aux États-Unis? Tu remarques les mêmes comportements? Partout dans le monde. Partout dans le monde, parce que ce soit au Brésil. Alors, c'est vrai qu'on a tenté le marché russe, ça a été compliqué. C'est pas une question, parce que c'est pas Google, c'est Yandex, c'est un peu spécial. On n'était pas prêt, en fait, à aller sur un outil comme celui-ci. La Russie, c'est quand même très spécial, un peu comme la Chine aussi. On a fait traduire en chinois, mais je sens que c'est des marchés que on n'est pas encore assez solide pour y aller. Mais ouais, par contre, n'importe où dans le monde, c'est les mêmes algos, c'est les mêmes dynamiques, c'est les mêmes. Le succès, en fait, on a juste dupliqué, hein, c'est tout. Donc bon, juste, c'est un peu facile quand je dis ça, mais ouais, en gros, c'est le même algo et c'est les mêmes priorités. Au niveau des coachs que tu accompagnes, ils sont dans quelle thématique? Ils font du love aussi ou ils sont sur d'autres thématiques? Tu as du dev perso, tu as du love. Je sais pas si je peux citer des prénoms, mais toutes les grosses personnes dans le love, comme Brenda Boukri, Jessica Pirbet, Belinda Santabou, c'est les 3 personnes qui ont eu le plus de succès hyper rapide, tu vois, dans le love. Tu as aussi Bertrand Barret. Après, dans de dev perso, tu as eu d'autres personnes. Tu as Patrick Soulaï qui est génial. Tu as Charline Caron aussi. Tu as Marilène aussi qui a fait une chaîne sur justement tout ce qui est bégaiement, etc. Donc, tu as beaucoup de personnes en fait. Je m'en suis aperçu. Tu as quelques gros succès, surtout dans le domaine du love, mais je pense que c'est aussi parce que c'est grand public, c'est un peu plus facile. Et puis après, tu as d'autres beaux succès et la majorité arrive à en vivre. Donc ça, c'était un point d'honneur aussi pour moi. Tu vois, je voulais vraiment les accompagner. Après, sur du coaching plus privé, je vais avoir quelques gros, on va dire, entre guillemets, clients, des personnes qui sont déjà sur des chiffres d'affaires de plusieurs millions et qui ont envie de scaler, qui ont envie d'aller un peu plus loin et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc ça, c'est un autre axe, en fait, de Next Level. Si sur
on a parlé, en fait, non, on n'a pas parlé que de succès, tu as quand même parlé de pas mal de pépins, la Russie, etc. Mais s'il y avait un élément que tu devais changer, en un claquement de doigts, tu vois, le truc vraiment sans enjeu, tu reviens à un moment de ta vie et tu fais un choix de business différent, ou un choix de vie différent, ça serait quoi? Alors, de vie ou de business? Je peux te le dire, business, je changerais rien. Je changerais rien, je suis heureux de là où on est. Et on n'a pas vécu de gros échecs, tu vois. On a fait des lancements qui n'ont pas marché, des choses comme ça, mais je touche du bois. Ça fait 15 ans qu'on est quand même sur une belle croissance et que ce qu'on a accompli, très peu l'ont fait avant nous. Donc, ça, je changerais rien du tout, quoi. Après, dans ma vie, c'est différent. Je changerais quand même des choses. Tu veux développer ou tu veux en rester là? Si, je peux développer. Déjà, premièrement, je changerais mon foutu mindset que j'avais quand j'étais plus jeune. Tu vois, j'étais un peu trop gentil, trop doux, comment dire, j'avais pas un mindset de champion. Donc, je pense que si j'avais un mindset de champion, on ferait le même épisode là, mais je te raconterais ma vie en NBA, etc., etc. Donc, c'est pas des regrets, mais quand même, tu te dis, ah, j'aurais pu faire mieux. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est un peu plus perso, mais j'ai signé dans le sud, vers Nice, et donc je pars de Paris, je descends dans le sud, et tu vois, sur le trajet, on m'apprend que mon père, il a un cancer, et moi, donc je suis au téléphone, je leur dis, ah, ok. Et en fait, je cogite pas, quoi. Ma dernière image, c'est ah, ok. Comme si on m'avait dit, ton père, il a un rhume, quoi. Et donc, du coup, je m'arrête pas, quoi. J'aurais dû faire demi-tour direct. Mais j'ai pas pris conscience de ce qui se passait. J'avais eu une vie tellement formidable jusqu'à maintenant. Jamais de pépins, jamais de décès dans ma famille, jamais rien. Donc, malheureusement, ça a été un cancer, entre guillemets, foudroyant, parce qu'en l'espace d'une année, il est parti. Donc, ça a été chaud. Très chaud. Très, très chaud. Mais j'ai été con. Parce que, bon, après, j'étais jeune, je pense que j'étais pas conscient, en fait. Tu vois. Mais voilà, 2 épisodes de ma vie où je me dis, ah, quand même, j'aurais pu changer. Après, tout le reste, c'est que du bonheur, quoi. J'ai eu une vie extraordinaire, des parents formidables, une famille au sens large géniale. Pour le basket, une éducation que ça m'a transmis. Tu vois, je pense que c'était comme toi pour le rugby, c'est quand même spécial, jouer en équipe. Tu vois, c'est des moments qui sont géniaux, quoi. Donc voilà, à part ces 2 épisodes, tout le reste, c'est que du bonheur. Est-ce que tu peux juste revenir sur l'épisode de la cantine? Je crois que c'est championnat du monde ou je sais plus où. Quand tu vas te servir à la cantine. Je veux absolument que tu racontes cette histoire-là. L'enflure. Je sais qu'est-ce qui ça. En fait, ça aurait tellement pu être moi, en fait. C'est pour ça que je suis trop content que tu le dises, alors que fait, c'est pas moi, tu vois. Moi, j'ai un problème, les amis. Je vais me confier à vous, là, si vous m'écoutez. Je suis addict au dessert, au chocolat, au sucre. Mais j'ai vraiment un problème psychologique, je te jure. Donc, en fait, bon, moi, je vais faire les championnats du monde. Je sais qu'on va pas gagner. C'est plus du plaisir qu'autre chose. Comme je te dis, moi, je vois des stars à côté de moi et c'est juste génial. Et en fait, donc on mange, c'est un grand self et tout le monde va se servir, quoi. Et donc, j'étais le seul joueur à aller commencer par les desserts. Donc, j'arrivais, je sécurisais mes desserts. Je te jure, mais je te jure, mon équipe, ils me demandaient si j'avais un problème. Et je leur disais, oui, j'ai un problème. En fait, j'arrivais avec une assiette, mais remplie de desserts. Et seulement après, j'allais, en fait, tu vois, me servir mon plat principal. Mais pour la petite histoire, en fait, j'avais lu aussi une interview d'un joueur de foot qui s'appelle Robert Lewandowski, tu sais, qui joue au Bayern, qui disait, en fait, il commençait tous ses repas par le dessert parce que ça lui permettait, en fait, je crois que c'est plus lent de brûler du sucre que je ne sais quoi. Bref, j'ai trouvé une excuse comme ça pour pouvoir... C'est exactement ça. Là, tu essaies de trouver un truc, là. L'entourloupe, tu vois. Mais du coup, non, j'étais obligé de sécuriser mes desserts. C'était trop important pour moi. C'est trop important. Donc voilà un petit peu mon addiction. Et même encore aujourd'hui, je l'ai, tu vois. Tu vois, hier, je suis parti au resto avec les potes, j'essaie de perdre du poids, donc j'ai pas pris de dessert, mais je peux te dire que j'étais pas bien. J'étais en train de trembler comme ça, quoi. Bon, je peux pas te laisser sans... Bon, t'as lâché cette bombe, donc je suis obligé de te donner la mienne, hein, en contrepartie. Vas-y, on veut bien sûr. J'étais en sélection. Alors, c'était pas le championnat du monde, mais c'était une sélection assez importante. Je jouais à Bègle à l'époque. Et en fait, pareil, on part pas très loin d'ici parce qu'en fait, le comité recevait le championnat. Et en fait, il y a une nana dans le bâtiment. Elle était arbitre, en fait. Et au final, bon, moi, je pars de ma chambre. Je vais gérer un peu la gonzesse, nana. Bon, il se passe ce qu'il y a à se passer. Et le lendemain, je me fais les ligaments croisés. Donc il n'y a pas de secret. Alors je sais pas si c'est lié, extrêmement lié ou pas, mais en tout cas, je le raconte. Et il y a très peu de gens qui sont au courant de cette histoire-là. Et mais en tout cas, ça a été une belle
une belle leçon en tout cas. Voilà. Donc je me suis fait les croiser. Après une nuit où j'aurais mieux fait de dormir dans mon lit. Voilà. Mais je pense que franchement, c'est ça. Si tu veux vraiment devenir sportif, il faut que tu sois focus à 2500%. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration. Ça va peut-être être controversé, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les footballeurs, les basketteurs. Les gens se rendent pas compte de tous les sacrifices qui sont. Je dis pas qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent. Bien sûr qu'ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais les sacrifices qui sont endurés. Moi, j'ai fait la moitié et je peux vous dire que je vois la différence, quoi. C'est juste un truc de dingue. Alors, les rugbyman aussi, c'est quelque chose. Mais ouais, tous les sports. En fait, on n'a rien sans rien. Ça, c'est une certitude. Si tu pouvais te réincarner en un animal ou une personne réelle ou fictive, ce serait quoi? Écoute, je sais pas. T'as que 24 heures. T'as que 24 heures. T'as que 24 heures. Donc alors, attends. Un animal, une personne fictive. Moi, je ferais bien un petit dauphin, tu vois. Je trouve que c'est un animal qui me représente bien, tu vois. Un petit dauphin. Gentil, qui donne sourire aux enfants, aux parents et tout. Donc, un petit truc simple, tranquille. Qu'est-ce qui fait sourire? Ouais, de ouf. Surtout quand tu me dis, en fait, Alex, au quotidien, il me dit, Gérald, tu dois mettre du cormon dans ta dans ta communication. Bon, mais là, voilà, le dauphin, c'était, tu nous as fait une cormon, là, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, je te jure. Un petit truc simple. Et du coup, ouais. Moi, ça sera un requin, je pense, hein, clairement. Ouais, je pense que ce sera un requin. Toi, tu veux me bouffer, toi, c'est ça ton truc. Non, mais ça fait peur aux gens, mais au final, c'est pas l'animal qui fait le plus peur, qui tue le plus de monde, c'est quand même l'hippopotame. Donc, en fait, tu dis le requin, tout le monde en a peur, mais au final, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'accidents. L'hippopotame, tout le monde en rigole, et en fait, il va te déchirer, quoi. Bon, dernière question, si tu pouvais maîtriser le sujet que tu veux, une expertise en un claquement de doigts. Zéro effort, tu l'as directement tombé du ciel. Ça serait quoi? Si j'avais une pilule magique, j'apprendrais toutes les langues. Tu vois, comme ça, je ferais plein de vidéos dans toutes les langues et ça serait génial parce que j'ai galéré pour apprendre l'anglais. Là, on me dit oui, tu devrais apprendre l'espagnol à Miami, à Beau. Ah non, mais les amis, c'est bon. J'en ai fini avec les langues. J'ai galéré. Je galère toujours d'ailleurs. Donc, ouais, s'il y avait un truc magique, ce serait de parler toutes les langues. Et s'il y a un deuxième truc, ce serait de pouvoir recruter les bonnes personnes au bon endroit. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué pour un entrepreneur, pour un être humain, de pouvoir jauger les personnes, etc. Voilà. Donc, je prendrais 2 pilules magiques. Très bien. Comme les desserts, yes, moi, tu vois, c'est pour ça. On se resserre, on ne compte pas. Tu vois, c'est important. Bon, mais c'est top. Est-ce que tu as une actu prochainement, des lancements, des choses où on peut te suivre, où on peut se documenter? Bah, écoute, il y a plein de trucs. Alors, je vais relancer justement la formation de coach pour les personnes qui ont envie de devenir coach, peut-être avec une spécialisation, love coach ou pas. D'ailleurs, c'est vous qui choisissez. Donc, moi, je suis à fond dans ça en ce moment, l'Institut. En même temps, si tu veux, je relance aussi tous les projets d'entrepreneuriat dans le groupe parce que justement, j'ai des nouveaux coachs qui rejoignent. Je veux vraiment renforcer le projet Next Level, ça, c'est important. Écrit ta légende, qui est mon projet de dev perso sur lequel je veux vraiment me focaliser. Donc, ça, c'est le sujet d'actualité en France. Et puis après, c'est les États-Unis. Donc là, je peux plus voyager en ce moment. Je suis en attente de la green card. Donc j'espère la recevoir bientôt pour pouvoir faire des conférences, pouvoir revoyager, reconnecter. Mais en attendant, en fait, je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de lancements webinaires et donc formations en ligne. Voilà un petit peu ce qui se passe. Écris ta légende, qui est également un podcast. Ouais, podcast Écris ta légende, vidéo aussi. Ouais, je voulais en fait vraiment créer un truc qui allait plus en profondeur que juste le love. Parce que parfois, c'est vrai que ça fait sourire quand on est love coach, etc. Mais il y a beaucoup de développement personnel, donc je voulais apporter quelque chose de plus concret. Et l'écriture du livre aussi. Alors, ça sortira sûrement début d'année prochaine, donc début 2022. Mais il y a ce bouquin qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi, sur lequel je suis en train de mettre tout mon cœur, tout mon temps, toute mon énergie. Donc, je pense que c'est un beau projet. Ouais. C'est plus un bouquin sur c'est une bio ou c'est plus de la méthodo C'est plus, alors c'est un mi-bio, mi-méthodo, parce que je parle quand même toujours un petit peu de moi, mais c'est vraiment la méthodo, quoi. Donc en fait, si tu veux, c'est la méthode 3W que j'appelle ça. Donc c'est où, qui suis-je, where, où vais-je et why, pourquoi. C'est un peu les 3 ingrédients, tu vois, qui drivent ma vie, mon quotidien, et que j'essaie de te retransmettre dans un ouvrage. Ok. Et ça, du coup, tu te fais aider là-dessus, sur l'écriture?
Alors moi, j'écris tout et après, je me fais aider pour la relecture parce que Ok. c'est vrai que j'ai un peu du mal comment dire, organiser mes idées. En fait, je peux écrire facilement, beaucoup, mais ce que j'ai écrit à la page 1, tu le retrouves à la page 160, puis après 320, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je me fais accompagner, j'hésite pas à me faire coacher, accompagner. Là, en fait, le grand système, c'est est-ce que je le sors avec une maison d'édition ou pas. Donc, je suis en pourparlers avec plusieurs maisons d'édition ou alors je le fais moi de mon côté en auto-édition. Donc, pour l'aspect marketing, j'ai encore un doute parce qu'il me manque ce bouquin qui, tu vois, me permet d'être reconnu comme auteur. En plus, je suis quasiment sûr que ça va cartonner. Ouais. Il y a tout qui cartonne chez toi. C'est incroyable. Bah, en fait, on va tout faire pour que ça cartonne, tu vois. Donc, mais je sais pas pourquoi je le sens bien. Ouais. Tu vois, d'habitude, tu as toujours un peu de stress. Ça, j'ai mis tellement de cœur, tellement de choses. Je sais que ça va aider les gens. Donc, je me dis, ah, ça peut que fonctionner, que fonctionner. Après, faut que je m'inspire de toi, justement, pour les processus de scaling, de publicité, de vision, etc. Donc voilà. Mais, ouais, c'est sûr, en tout cas, que je suis à fond dessus. Yes, Alex, je sais que tu es pris par le temps juste après. On va écourter l'épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, mais aussi merci pour les trucs qu'on vit au quotidien parce que tu m'accompagnes beaucoup et là, au moins, je le dis devant témoin, un petit peu. Au moins, il y aura des preuves. Hein, on ne pourra pas dire que j'ai pas de gratitude. Mais ouais, merci beaucoup. Et puis, on se reparle très vite. Yes. Merci à toi, en tout cas. J'espère que vous avez kiffé l'épisode aussi. Et déchirez tout, continuez, lancez-vous. Il n'y a pas de raison d'échouer, en fait. C'est un peu le discours, je conclurai là-dessus, si tu me permets. Mais en fait, je me rends compte qu'on a beaucoup de fausses croyances et on peut tout réussir dans sa vie. C'est complètement dingue, mais vraiment complètement dingue. Donc, merci à toi. Merci aussi d'être si généreux, d'être si puissant. Parce que celui que j'appelle le Mark Zuckerberg français. Il a réussi à le mettre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup d'estime pour tout ce que tu fais et c'est énorme. Donc, continue comme ça de nous inspirer aussi. Je pense que c'est super important. Mais merci, Alex. À plus tard. Ciao, ciao. Yes. Ciao.